Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du cours. Au programme, on va corriger des exercices que je vous avais demandé de faire pour cette semaine. Et puis ensuite, on continuera la leçon. On verra aujourd'hui la tension. D'accord? On a vu la dernière fois l'intensité du courant. Aujourd'hui, on verra la tension électrique. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on la mesure, etc. D'accord? Allez, du coup, juste avant de commencer la correction des exercices, on va rappeler un petit peu les deux lois de l'intensité qu'on avait vues jusqu'à présent. Donc la dernière loi qu'on avait vue, c'est celle qui est affichée à l'écran ici, c'est la loi d'intensité numéro 2, qui dit que dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. D'accord? Donc on a le petit schéma du circuit électrique qui est juste devant vous. Donc on a un générateur de lampe et on voit l'intensité du courant qui est dessinée ici, avec IG, l'intensité du courant qui sort du générateur, donc l'intensité qui traverse la branche principale, d'accord. I1 ici, qui est l'intensité de la branche dérivée numéro 1 et qui va traverser la première lampe, et I2 ici, qui est l'intensité du courant dans la branche dérivée numéro 2 et qui traverse la deuxième lampe, d'accord. On voit que l'intensité, que le courant ici, quand il arrive au premier nœud qui se trouve là, il va se diviser en deux, donc IG va se diviser en I1 et en I2, d'accord. Et si je fais la somme de I1 et I2, si je fais I1 plus I2, je retrouve IG. Hein, c'est normal, IG se divise en deux ici. Donc si j'additionne les deux, par exemple au deuxième nœud ici, vous voyez que I1 et I2 se retrouvent, d'accord. Et donc si j'additionne les deux, ça me redonne IG. Donc c'est ça qu'elle veut dire la loi quand elle dit que l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. D'accord, la somme, ça veut dire plus. Hein. Et en bas, juste en dessous du circuit, du schéma du circuit, vous avez la traduction mathématique de ça. Hein. IG est égal à I1 plus I2. Voilà, ça c'était la loi d'intensité numéro 2 qu'on avait vue. Et la loi d'intensité numéro 1, je vous la rappelle rapidement, deux dipôles qui sont branchés en série sont traversés par la même intensité. D'accord. Donc si vous avez la lampe 1 et la lampe 2 qui sont branchées l'une à la suite de l'autre, donc en série, l'intensité qui traverse la lampe 1 est égale à l'intensité qui traverse la lampe 2. D'accord. On n'a pas de chute de l'intensité lorsque l'électricité est passée par la lampe numéro 1. D'accord. L'intensité est toujours la même dans I1 et dans I2. Et du coup, si je généralise, dans un circuit où tous les dipôles sont en série, donc dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même partout. D'accord. Ça, c'était la loi numéro 1. D'accord. Allez, après avoir revu ces deux lois rapidement, on va corriger les exercices. D'accord. Donc, premier exercice, c'est un petit QCM. Donc, pas très compliqué, il fallait entourer les bonnes réponses. Parmi toutes les propositions qu'on vous donnait, on vous donnait 3 propositions et on avait à chaque fois 3 réponses ABC, ABC, ABC. Voilà, d'accord. Donc on va commencer par la première proposition. Donc on vous dit exercice numéro 1. Proposition numéro 1. Alors, déjà, correction. 2 points. Donc exercice 1. Donc première proposition. On vous dit, avec quel appareil mesure-t-on l'intensité du courant électrique? Donc petit a, un intensimètre, petit b, un ampèremètre, petit c, un électromètre. Bon, ça c'est du vocabulaire, vous le savez, la définition, l'intensité du courant se mesure avec un ampèremètre. Et donc elle se mesure en ampères, ou en milliampères d'ailleurs, d'accord? Donc l'intensité du courant se mesure avec un ampèremètre. Voilà. Donc la bonne réponse c'était la réponse B. D'accord, je vais mettre entre parenthèses petit b. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Ok. Je vais peut-être baisser la luminosité. Est-ce que c'est bien net là? Voilà, c'est peut-être mieux là comme ça. Voilà, ok. Ensuite, deuxième proposition, l'unité de l'intensité du courant électrique est petit a l'ampère, petit b le volt, petit c le watt. Bon, c'est pas compliqué, on vient juste de le dire en plus à la question précédente. L'unité de l'intensité du courant électrique, c'est bien l'ampère. Hein. L'intensité se mesure avec un ampère-mètre. Dans ampère-mètre, il y a ampère et mètre. Mètre pour mesure et ampère pour ampère. Donc un ampère-mètre, ça mesure des ampères. Et donc l'unité de l'intensité du courant électrique, c'est bien l'ampère. D'accord. Donc l'unité de mesure, l'unité de l'intensité du courant électrique
et l'ampère. Voilà. Ensuite, proposition numéro 3, la dernière de l'exercice 1. L'intensité du courant électrique aux bornes de la lampe si contre est petit a, I égale 62,5 MA, donc MA c'est pour milliampères, I égale 62,5, on ne sait pas, il n'y a pas écrit d'unité, et A égale 62,5 I. Donc I c'est pour l'intensité, A ou MA c'est milliampères ou ampères, d'accord? Je rappelle que MA milliampères c'est 1000 fois plus petit que 1 ampère. D'accord? C'est comme les mètres. 1 mm, c'est 1000 fois plus petit que 1 mètre. Donc ici, la bonne réponse, c'est bien sûr la réponse A. I égale 62,5 mA. On le voit là sur la photo d'ailleurs. Je peux zoomer un petit peu rapidement. Voilà, sur la photo ici. On voit 62,5. Alors, on voit pas les unités, mais ouais, c'est compliqué à voir les unités ici avec les bornes. Bon, c'est pas très grave de toute manière. On pouvait répondre à cette question sans voir la petite image, c'est simplement à ne pas confondre la grandeur I, qui est l'intensité, avec l'unité MA, qui est les milliampères. D'accord? Donc, petit 3, l'intensité du courant électrique. Ah oui, mais du coup, vous n'avez pas vu l'image. On la remonte très rapidement. Voilà l'image ici. 62,5, il n'y a pas écrit l'unité à côté. Mais comme je vous ai dit, on peut répondre sans l'image. Donc, petit 3, l'intensité est et 2 points grand I égale 62,5 milliampères. Voilà, d'accord? Donc là, la bonne réponse c'était la réponse petit a. J'ai pas noté dans la proposition numéro 2, mais la bonne réponse c'était la réponse pour le petit 2, c'était la réponse A aussi. D'accord? Donc réponse A aussi pour le petit 2. Voilà. D'accord? Allez, du coup, on continue avec l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, il est à droite. Vous avez un circuit électrique qui est un circuit électrique en série. Hein, on le voit bien ici, il n'y a qu'une seule boucle. Et on vous demande, petit 1, d'élaborer le schéma normalisé du circuit ci-dessus. Donc le redessiner, mais en utilisant les dipôles, le symbole des dipôles. Petit 2, donner la valeur de l'intensité du courant qui traverse la lampe. Donc elle est donnée par, ici, l'ampèremètre. Et petit 3, on ouvre le circuit. Quelle sera l'intensité du courant dans le circuit électrique? D'accord? Donc c'est pas très compliqué. Exercice 2. À chaque fois j'oublie d'enlever la caméra, donc du coup vous voyez rien. Donc je répète, on a un circuit en série ici, vous le voyez. Il est en série parce qu'on peut faire qu'une seule boucle à l'intérieur. Donc petit 1, élaborer le schéma, donc il faut faire le schéma de ce circuit là. Ensuite il faut dire quelle est la valeur de l'intensité qui traverse ce circuit. Et enfin, si on ouvre le circuit, quelle sera l'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre. D'accord? Donc question numéro 1, hop, faire le schéma du circuit. Donc c'est pas très compliqué, vous avez l'habitude maintenant. Pour faire le schéma du circuit, on utilise le symbole des dipôles. Donc le schéma normalisé et 2 points. Donc là on le dessine. Donc on a dit qu'on avait donc une pile avec le plus à droite et le moins à gauche. Donc le plus à droite et le moins à gauche. Voilà. Puis on a un interrupteur. On va le faire fermer, comme la lampe brille ici, c'est-à-dire que l'interrupteur est fermé, donc on le fait fermer. Puis on a la lampe. Voilà. Puis on a l'ampèremètre. Donc je rappelle, l'ampèremètre se branche en série. Et là on voit bien qu'il est branché en série, hein, d'accord, sur l'image. Et enfin, on ferme le circuit en revenant à la borne moins ici. Donc si je vous montre le schéma, le voici. D'accord? Donc on a bien la pile avec le plus à droite, le moins à gauche, l'interrupteur ensuite, puis la lampe, et enfin l'ampèremètre. D'accord? Donc ça c'était la première question. Deuxième question, quelle est la valeur indiquée par l'ampèremètre? D'accord? Quelle est la valeur de l'intensité du courant traversant la lampe? C'est pas très compliqué, hein. Vous la voyez, on peut zoomer dessus d'ailleurs, sur l'ampèremètre, c'est 0,15. Alors 0,15 ampères ou milliampères, on ne sait pas trop. En réalité, vous pouvez le savoir ici, avec les bornes qui sont branchées. Vous voyez, le fil rouge ici, il est branché sur 10A, et le fil bleu ici, il est branché sur COM. S'il est branché sur 10A, ça veut dire qu'on mesure le courant en ampères.
S'il avait été branché sur ici le MA, sur la borne ici où il y a écrit MA/V/Ohm, oméga, ça c'est le symbole, c'est la lettre grecque oméga, d'accord. Donc si le fil rouge était branché ici sur MA, on aurait mesuré l'intensité en milliampères, d'accord. Mais là, comme on est branché sur 10A, le A majuscule, on mesure une intensité en ampères. Donc ici, on lit 0,15, c'est 0,15 ampères, d'accord. Donc on lit l'intensité sur l'ampère-mètre. On lit l'intensité sur l'ampère-mètre. Deux points, grand I est égal à 0,15 ampères. 0,15 A. Voilà, ça c'est l'intensité du courant qui traverse le circuit. Hein, je vous rappelle, c'est un circuit en série, donc la première loi de l'intensité s'applique. Donc dans tout le circuit, l'intensité est la même et elle est égale à 0,15 ampères. Voilà, d'accord. Et ensuite, dernière question. On ouvre le circuit. Quelle sera l'intensité du courant dans le circuit électrique? D'accord. Donc on ouvre le circuit, quelle sera l'intensité du courant dans le circuit électrique? Ben, c'est pas très compliqué. Ici, si j'ouvre l'interrupteur, alors le circuit est ouvert. Si le circuit est ouvert, il n'y a plus de courant du tout dans le circuit. Et donc, forcément, l'ampère-mètre, elle ira 0 ampère. D'accord. S'il n'y a pas de courant, son intensité est nulle. D'accord. Donc, petit 3. Si on ouvre le circuit, virgule, il n'y aura plus de courant. L'ampère-mètre affichera, le point grand I égale 0 ampère. Voilà, d'accord. Pas de courant, du coup l'ampère-mètre affiche 0. Voilà, c'est logique. Hein. Très bien, allez, on continue avec l'exercice numéro 3. Donc, exercice numéro 3. Hop. Donc il est à gauche. C'est un QCM encore une fois, donc pas très compliqué. Toujours avec 3 propositions. Donc c'est parti. Une première proposition, dans un circuit en série comportant un générateur et deux lampes identiques, l'intensité du courant est la même partout, identique pour les deux lampes, ou 2 fois plus importante pour la première lampe. Donc ça, on a encore vu, on l'a encore dit, dans un circuit en série, l'intensité est la même partout. C'est la première loi de l'électricité dans un circuit en série, d'accord. Donc ici, l'intensité du courant est la même partout. Et elle est également du coup identique pour les deux lampes, hein, d'accord. Si c'est la même partout dans le circuit, c'est la même pour les deux lampes, hein, bien entendu. Donc là, proposition numéro 1, l'intensité est la même partout. Et donc, identique pour les deux lampes. D'accord. Même si ça avait été deux lampes différentes, si elles sont branchées en série, l'intensité pour la première serait aussi égale à l'intensité pour la deuxième. Mais si elles sont différentes, elles ne brilleront pas de la même manière. D'accord? Mais l'intensité sera la même. Voilà. Petit 2 du coup, proposition 2. L'expression qui relie l'intensité délivrée par un générateur IG et celle traversant deux lampes IL1 et IL2 qui lui sont associées en dérivation est IG égale IL1 égale IL2, IG égale IL1 plus IL2 ou IG égale IL1 moins IL2. D'accord? Donc là, pour bien que vous compreniez, on va faire rapidement un tout petit schéma. On a dit qu'on avait un générateur, on a dit qu'on avait deux lampes, L1 et L2, qui étaient associées en dérivation. D'accord? Donc ça c'est L1 et ça c'est L2. Voilà. On a les deux nœuds de courant. Le premier nœud est ici, le deuxième nœud est ici. L'intensité qui sort de la borne plus du générateur, je la dessine ici. Donc ça c'est IG, d'accord? Puis elle va se diviser en deux. La première partie de cette intensité, alors il l'appelle IL1. Donc IL1 c'est l'intensité qui va traverser la lampe 1. Et là, IL2,
c'est l'intensité, je vais écrire ici IL2, c'est l'intensité qui les a traversé la lampe numéro 2. D'accord. Puis après, IL1 et IL2 se rejoignent au deuxième nœud de courant ici, pour reformer IG. D'accord. Voilà. Donc je vous rappelle ici, on est en dérivation. Donc là, c'est la deuxième loi d'intensité qui s'applique dans un circuit en dérivation. L'intensité qui sort du générateur, donc l'intensité de la branche principale, est égale à la somme des intensités dans les deux branches dérivées ici. D'accord. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse numéro B. Donc IG égale IL1 plus IL2. On a IG égale IL1 plus IL2. Donc entre parenthèses, deuxième loi de l'intensité. Voilà, d'accord. C'est aussi simple que ça. IG égale IL1, IL2, plus IL2, pardon. La petite A, IG égale IL1 et égale IL2, j'ai du mal, excusez-moi, c'est si tous ces dipôles-là avaient été en série. Si tous ces dipôles-là avaient été en série, alors IG serait égal à IL1, qui serait aussi égal à IL2, d'accord. Et là, comme ils sont en dérivation, c'est la réponse petit b. Donc je mets entre parenthèses, réponse petit b. Voilà. Et pour la première, j'ai oublié de noter, c'est réponse A et B. Voilà. Ensuite, troisième proposition, on nous dit deux lampes identiques branchées en dérivation sont traversées par un courant de même intensité, se partagent le courant fourni par le générateur et brillent de la même façon. Ah ben on va regarder du coup. Alors, je fais le circuit, plus et moins, avec la lampe 1 ici, L1, puis la lampe 2 ici, L2. Voilà. Donc là, alors on l'a pas fait, on l'a pas vu avec le, on l'a pas vraiment vu en cours de cette, comment dire, cette spécificité dans le cas où les deux lampes sont identiques. Donc je vais vous dire la réponse ici. L'intensité du courant qui part du générateur est ici, c'est IG, d'accord. Elle va aller dans la lampe 1, puis après l'intensité, donc ça c'est IL1, voilà. Puis après l'intensité IL2 va aller dans la lampe numéro 2, donc on a toujours la même chose que pour l'exercice précédent, on a l'intensité qui se divise en deux, et la loi est toujours vraie, hein, d'accord. On a toujours ici IG, qui est égal à IL1 plus IL2. Mais là, on a la lampe 1 et la lampe 2 qui sont les mêmes, d'accord. Donc si les deux lampes sont les mêmes, ça veut dire qu'elles nécessitent la même quantité d'électricité pour briller de la même façon. D'accord. Donc en fait, l'électricité IG ici va se partager de manière équitable entre les deux lampes. Comme elles sont identiques, elles veulent toutes les deux la même quantité d'électricité pour briller normalement. D'accord. Donc IG va se diviser en deux parts égales. D'accord. Donc ici, on a IL1 qui est égal à IL2. D'accord. Comme les deux lampes L1 et L2 sont identiques. Alors que là, dans la première dans la question précédente ici, on ne savait pas si les deux lampes étaient identiques ou pas. Si elles sont identiques, alors IL1 ici est égal aussi à IL2. Si elles ne sont pas identiques, alors IL1 n'est pas forcément, n'est pas égal à IL2. D'accord. Mais la loi reste la même ici. Hein. C'est juste que IG ne va pas se partager de la même manière entre les deux lampes. Parce que les deux lampes ne sont pas les mêmes. Alors que là, comme les deux lampes sont les mêmes, on a l'intensité qui sort du générateur, IG, qui va se partager de la même manière entre les deux lampes. D'accord. Donc ici, pour la proposition 3, on a petit a sont traversés par un courant de même intensité, petit b se partage le courant fourni par le générateur, et petit c brille de la même façon. Là, toutes les propositions sont correctes. D'accord. Toutes les réponses sont justes ici. Toutes les réponses sont justes. Sont justes. Un S, je sais pas ce que je vais faire. Sont justes car les deux lampes sont identiques. Car les deux lampes sont identiques. Voilà. Je vous laisse vérifier vous-même sur l'application internet. Vous refaites ce circuit-là sur l'application internet avec les deux mêmes lampes, d'accord. Et ensuite vous mesurez l'intensité dans la branche avec L1, puis l'intensité dans la branche avec L2, et vous verrez que ces deux intensités-là sont les mêmes. Et que si vous additionnez les deux, vous allez retomber sur IG. D'accord. Voilà. Par exemple, alors, je donne un exemple rapidement. Si IG est égal à 2 ampères, alors IL1 sera égal à 1 ampère. Allez, je vais mettre IG ici égal à 2 ampères. Alors IL1 sera égal à 1 ampère et IL2 sera égal aussi à 1 ampère. D'accord. Voilà.
Si je fais IL1 plus IL2, je retombe sur IG égale 2 ampères. Voilà. Alors que ici, si IG était égal à 2 ampères, alors IL1 aurait pu être égal à 1,5 ampères et IL2 aurait pu être égal à 0,5 ampères. Voilà. Ça c'est un autre exemple. Hein. J'ai pris des valeurs au hasard. Là, dans ce cas-là, IL1 et IL2 ne sont pas les mêmes lampes. Alors que là, dans ce cas-là, IL1 et IL2 sont les mêmes lampes. Donc ici, les deux lampes vont briller différemment, alors qu'ici, les deux lampes brilleront de la même manière. Voilà. D'accord? Très bien. Du coup, on poursuit avec l'exercice numéro 4. Alors, donc exercice numéro 4, ici on a un circuit en série, on le voit bien, on peut dessiner qu'une seule boucle dans ce circuit-là, avec une lampe et un moteur, d'accord? La lampe est ici, le moteur est ici, et on a 3 ampèremètres à l'intérieur du circuit. L'ampèremètre A1, l'ampèremètre A2 et l'ampèremètre A3. Avec, on a noté les bornes d'ailleurs, ici les bornes de branchement A et com, A et com et A et com. D'ailleurs, si vous regardez bien, ils sont tous branchés dans le bon sens, parce que la borne A est vers le plus et la borne com elle est vers le moins. Donc ils afficheront tous une valeur d'intensité positive. Donc alors, exercice numéro 4. On nous dit dans le circuit ci-dessus, le premier ampèremètre indique une intensité I1 égale 50 mA. Donc c'est lui là, A1 pardon, indique une intensité I1 égale à 50 mA. Question numéro 1. Qu'indiquent les deux autres ampèremètres et justifier. Question numéro 2. Que peut-on dire de l'intensité du courant si on permute la lampe et le moteur? Si on ajoute une lampe dans ce circuit? Si on remplace le moteur par une résistance? Eh ben on va répondre tout de suite. Donc alors, première question. Qu'indiquent les deux autres ampèremètres? Je vais essayer de zoomer pour... Voilà, est-ce que là c'est bon ou pas? C'est pas ouf. Alors, si je décale ça vers là comme ça, que ça vienne comme ça peut-être. Bon, on va dire que c'est bon. Hein. Donc, qu'indiquent les deux autres ampèremètres? Comme on l'a dit, on est dans un circuit en série. Donc, si on est dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même partout. Donc, les deux autres ampèremètres devraient indiquer la même intensité que l'ampèremètre numéro 1, c'est-à-dire I1 égale 50 mA. D'accord? Donc, les deux autres ampèremètres indiquent deux points. Donc, I2 égale 50 mA et I3 égale 50 mA. Justifier la réponse. Car dans un circuit en série, l'intensité est la même partout. L'intensité du courant est la même partout. Voilà. Vous voyez bien là? C'est pas génial. Voilà. Donc les deux autres ampèremètres indiquent I2 égale 50 mA et I3 égale 50 mA, car dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même partout. Voilà. Ensuite, question numéro 2. Que peut-on dire de l'intensité du courant si on permute la lampe et le moteur? D'accord. Eh ben, on peut dire que l'intensité reste la même. Je vous rappelle que dans un circuit en série, l'intensité est la même partout et ça ne change rien si on change. Si on permute, parce que c'est ça ce que ça veut dire. Hein. Si on permute la lampe et le moteur, ça veut dire qu'on met le moteur à la place de la lampe et la lampe à la place du moteur. C'est ça ce que ça veut dire permuter, d'accord? Donc si on change de place le moteur et la lampe, les ampèremètres indiqueront toujours 50 mA. D'accord? Donc 2 petit a. Si on permute la lampe et le moteur, virgule, les ampèremètres afficheront toujours 50 mA. D'accord?
petite précision, on l'avait déjà vu dans la première activité qu'on avait faite sur l'électricité, sur l'intensité du courant dans un circuit en série, c'était l'activité avec les 3 hypothèses, d'accord. La place des dipôles, dans un circuit en série n'a pas d'incidence ou d'importance sur leur fonctionnement, d'accord. Et donc sur l'intensité du courant dans le circuit. Donc petit b, ensuite, si on ajoute une lampe dans ce circuit, qu'est-ce qui se passe pour l'intensité du courant? Alors ça, on l'a déjà vu avant de faire la leçon sur l'intensité du courant. On avait déjà vu que si on rajoutait une lampe dans un circuit en série, la luminosité des lampes diminuait. D'accord. Donc si la luminosité des lampes diminue, ça veut dire que le courant, il y en a moins dans le circuit, et que donc l'intensité est plus faible. D'accord. Donc si on ajoute une lampe dans ce circuit, virgule. Alors, si on ajoute une lampe en série, hein, bien entendu, hein. Enfin c'est sous-entendu là-dedans, hein, dans l'exercice, mais si on ajoute une lampe en série dans ce circuit, virgule, l'intensité du courant diminue. Voilà. Et l'intensité du courant diminue dans le circuit en entier, hein, d'accord. Comme l'intensité est la même dans tout le circuit, c'est dans tout le circuit que l'intensité du courant va diminuer. Et enfin, petit c. Alors la petit c, elle est un peu bizarre parce qu'on nous demande si on remplace le moteur par une résistance. Là, on va remplacer un dipôle par un autre et on ne connaît pas la valeur de la résistance des 2 dipôles en fait. C'est-à-dire que si on rajoute, c'est comme si vous aviez 2 lampes. On imagine que vous avez à la place du moteur une lampe, d'accord, et je veux remplacer cette lampe là par une autre lampe. Sauf que si la nouvelle lampe est identique à la première, ça ne changera rien. Si la nouvelle lampe est plus résistante que la première, alors à ce moment-là, elle va résister au passage du courant et donc l'intensité va diminuer. Et si la nouvelle lampe est moins résistante que la première, alors elle va laisser passer le courant plus facilement et du coup l'intensité du courant va augmenter dans le circuit. D'accord. Donc là, on ne peut pas vraiment répondre. Il faut qu'on connaisse la valeur de la résistance et la valeur de la résistance du moteur. D'accord. Donc c'est un peu compliqué à répondre à cette question, à la petite c, parce qu'il faut qu'on connaisse, les valeurs de résistance des 2 dipôles en fait. Donc la petite c, on va répondre on ne sait pas. On ne sait pas. Virgule, on n'a pas assez d'informations. Voilà. Et ensuite, allez, on continue. Exercice 5. Lampes différentes en série. Donc, on a un circuit en série avec 2 lampes, L1 et L2, et 2 ampères-mètres A1 et A2. D'accord. Première question, les lampes brillent-elles de la même façon? Donc on l'a déjà vu, on l'a déjà dit dans les exercices précédents. Si les 2 lampes sont différentes, d'ailleurs on l'avait même fait en activité, si les 2 lampes sont différentes, alors forcément elles ne vont pas briller de la même façon. D'accord. Quand je dis différente, ça veut dire que il y a une des lampes qui résiste plus que l'autre au passage du courant. D'accord. Donc si une des lampes résiste plus au passage du courant, elle va chauffer plus ou moins, et donc elle va briller plus ou moins. D'accord. En général, si elle est plus résistante, elle va chauffer plus fort et elle va briller donc plus fort. D'accord. Donc les lampes L1 et L2 sont différentes, donc les lampes ne brillent pas de la même façon. Même si, je le répète, ici l'intensité du courant est la même dans tout le circuit, d'accord, c'est la même dans tout le circuit, mais les 2 lampes ne vont pas briller de la même manière. Parce qu'il y en a une qui va chauffer plus que l'autre. D'accord. Voilà. Donc, petit 1,
Les lampes brillent-elles de la même façon? Donc non. Les lampes ne brillent pas de la même façon. Deux points, elles sont différentes. Voilà. Petit 2. L'ampèremètre A1 indique 130 mA, l'ampèremètre A2 indique-t-il une valeur inférieure, égale ou supérieure? Justifié. Bah là, encore une fois, je viens de dire la réponse dans la question 1. Comme c'est un circuit en série, l'intensité est la même partout. D'accord? Donc l'ampèremètre A2 affichera lui aussi la même intensité que l'ampèremètre A1, c'est-à-dire 130 mA. A2 affichera 130 mA. Zut, je suis trompé. 130 mA, car c'est un circuit en série. Donc, l'intensité est la même partout. Voilà, d'accord? Et enfin, dernier exercice, l'exercice 6. Donc après on passera à la suite du cours avec la tension. Donc pour l'exercice 6, vous avez un circuit qui est un circuit en dérivation, enfin pas entièrement en dérivation, vous avez des dipôles qui sont branchés en série à l'intérieur et des dipôles qui sont branchés en dérivation, d'accord? Je peux pas tout avoir en même temps. Ah mais attendez, je suis bête, je vais faire l'inverse en fait. Je vais faire ça, voilà, et ça je vais faire comme ça. Et là, normalement ça devrait être bon. Ouais, il faut juste que je réduise ici. Non. Je vais faire comme ça. Voilà, et puis ça je vais le décaler comme ça. On peut pas couper là. Bon, je reviens. Bon, voilà. Alors, donc, on a un circuit ici, comme je le disais, qui est un circuit à la fois dans lequel il y a à la fois des dipôles en série. Par exemple, ici, la résistance et la diode sont sur la même branche. Ils sont branchés l'un à la suite de l'autre sur la même branche. Donc, ces deux dipôles-là sont en série. Alors que la lampe 3 ici, qui est dans la branche principale, est en dérivation avec toute cette partie-là, dans les deux branches dérivées. D'accord? Enfin, et même, enfin, plus... Non, je dis des bêtises. Elle n'est pas en dérivation avec toute cette partie-là. Au contraire, elle est en série. La lampe numéro 3 ici est en série avec toute cette partie-là. Parce que toute cette partie-là est branchée à la suite de la lampe 3 ici. D'accord? Ce qui est en dérivation, c'est la lampe 2 ici, avec la branche qui contient la résistance et la DEL ici. D'accord? Je répète, la lampe 2 et la branche qui contient la résistance et la DEL sont en dérivation l'un avec l'autre. D'accord? L'une avec l'autre. Enfin, les uns avec les autres. Bref. Donc voilà. Donc vous avez ce qu'on appelle un circuit mixte. Vous avez à la fois des dipôles qui sont en série entre eux et à la fois des dipôles qui sont en dérivation. Donc ici, ce que je vous demande simplement, c'est de trouver des valeurs qui ne sont pas... dont on ne connaît pas la valeur qui ne sont... Ce que je vous demande, c'est de trouver des valeurs qui ne sont pas directement indiquées ici. Par exemple, on nous indique que IL1 est égal à 130 mA. Donc IL1, c'est l'intensité qui traverse la lampe 1. Donc la lampe 1, elle est ici, d'accord, elle est en bas. Alors faites attention, ici le générateur, il est branché dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez le plus en bas et le moins en haut. Donc le courant, il part vers le bas. Alors que dans les exercices précédents, on avait plutôt vu que le courant partait vers le haut. Donc là, c'est un peu l'inverse. Donc faites attention à ça aussi, hein, d'accord? Donc IL1 est égal à 130 mA, IL1, il est là. C'est l'intensité qui traverse la lampe L1, ici. Donc l'intensité dans la branche principale. D'accord? Et on a IL2 qui vaut 50 mA. IL2, c'est lui là, ici, qui vaut 50 mA. Donc c'est l'intensité qui traverse la lampe numéro 2. Donc on connaît IL1 qui est là, et on connaît IL2 qui est là. IL1 vaut 130, IL2 vaut 50, d'accord? Milliampères. Donc ce qu'on nous demande, c'est de trouver ID
ID c'est lui là, c'est l'intensité qui va rentrer dans la DEL, de trouver IR, IR c'est lui, donc l'intensité qui va rentrer dans la résistance, et de trouver IL3, IL3 c'est l'intensité qui va rentrer ici dans la lampe numéro 3, celle qui traverse la lampe numéro 3. Voilà, d'accord, donc on va faire étape par étape, on va y aller doucement. Donc déjà dans un premier temps, on va essayer de trouver ID, d'accord. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. On a IL1 qui arrive, qui traverse L1 puis qui arrive au niveau du nœud, et au niveau de ce nœud là, IL1 va se diviser en deux. Il va se diviser en IL2 et en ID, d'accord. Donc là, pour trouver ID, on va utiliser la loi, la deuxième loi de l'intensité, donc qui dit que l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées, d'accord. Donc on cherche ID, d'accord, point. On sait que l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. D'accord? Donc si on traduit ça en langage mathématique, la branche principale c'est celle qui contient le générateur, et donc l'intensité dans la branche principale c'est l'intensité qui sort du générateur, donc c'est IL1 ici. On aurait pu l'appeler IG, hein, d'ailleurs cette intensité là, parce qu'elle sort du générateur, mais j'ai préféré l'appeler IL1 ici parce qu'elle va rentrer dans la lampe 1. Mais IL1 et IG ici c'est la même chose, c'est l'intensité dans la branche principale. Donc l'intensité dans la branche principale ici c'est IL1, donc on a dit qu'elle était égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. La première branche dérivée elle est là, d'accord, entre le premier nœud qui est, du coup le premier nœud il est en bas, du coup cette fois-ci, parce que le courant arrive au premier nœud qui est en bas, et le deuxième nœud il est en haut, d'accord, ici. Donc la première branche dérivée c'est la branche qui se trouve entre ces deux nœuds, donc c'est la branche qui contient la DEL et la résistance, d'accord. Donc l'intensité du courant qui traverse la première branche dérivée c'est le courant qui est juste après le nœud, c'est-à-dire que c'est ID ici. Donc on a IL1 qui est égal à ID, qui est l'intensité dans la première branche dérivée, du coup, plus l'intensité dans la deuxième branche dérivée, c'est l'intensité qui sort directement du nœud, mais qui passe par la deuxième branche, donc qui contient la lampe 2, donc l'intensité c'est IL2, d'accord. Donc on a IL1 qui est égal à ID plus IL2, d'accord. Ça, là, ce que je viens d'écrire ici, c'est simplement la traduction mathématique, comme on l'a déjà vu, de la deuxième loi de l'intensité dans un circuit en dérivation, d'accord. Si je remplace par ce que ça vaut, par les valeurs que ça vaut, on a dit qu'on avait IL1 qui était égal à 130 mA, donc qui est égal à ID. ID, on ne connaît pas, d'ailleurs c'est ce qu'on cherche, donc égal à point d'interrogation, plus IL2, on l'a vu, IL2 il est dans les indications, il est égal à 50 mA. D'accord, donc on a 130 mA qui est égal à ID qu'on ne connaît pas, plus 50 mA. D'ailleurs, en mathématiques, la chose qu'on ne connaît pas, on ne la met pas sous forme de point d'interrogation, on la met sous forme de x. Donc 130 mA est égal à x plus 50 mA. D'accord. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est x. Bah là, c'est assez facile, hein. Pour trouver x, on fait 130 moins 50. D'accord. Si je reprends le schéma ici, on a celui-là, IL1 on connaît, IL2 on connaît, et ID on connaît pas. D'accord. On sait que IL1 plus ID, que IL1 est égal à ID plus IL2. Donc ID est forcément égal à IL1 moins IL2. D'accord. Donc voilà. Donc on a X ici qui est égal à 130 mA moins 50 mA. D'accord. Autrement dit, alors je ne l'ai pas noté, mais parce que j'ai directement mis les chiffres, les nombres, mais en réalité, on a ID qui est égal à IL1 moins IL2. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. D'accord. Donc 130 moins 50,
ça nous fait 80. D'accord? Donc on a X. Alors oui, alors du coup j'ai écrit ID directement dessous. Moi je vais réécrire X est égal à 130 mA moins 50 mA. Et donc X est égal... Enfin, j'aurais même pu les laisser ID en fait. Hein. Bon, 80 mA. D'accord? Voilà. D'accord? Donc ID est égal à 80 mA. Voilà. Ensuite, il faut trouver IR. IR, vous le voyez, il est juste après ID. ID, il est là. Et IR, il est juste après ID. Donc, en fait, IR, c'est simplement l'intensité. On a appelé l'intensité IR, celle qui va rentrer dans R. On voit que l'ADEL et la résistance sont en série, parce qu'elles sont branchées l'une à la suite de l'autre, et non pas l'une sur l'autre. D'accord? Donc, ces deux dipôles-là sont en série. Donc, si ces deux dipôles-là sont en série, alors ils sont traversés par la même intensité. Cette fois-ci, c'est la première loi de l'intensité dans un circuit en série. Enfin, dans un circuit en série. C'est la première loi de l'intensité. D'accord? Donc, comme l'ADEL et la résistance sont en série, alors elles sont traversées par la même intensité. On connaît déjà l'intensité qui traverse l'ADEL, on vient de la calculer, c'est 80 mA. Donc forcément, l'intensité qui va traverser la résistance, c'est aussi 80 mA. D'accord? Donc on cherche IR. Deux points. Donc on sait que, ou on voit que, c'est la même chose. On sait que l'ADEL et la résistance sont en série. Non, excusez-moi, c'est pas on sait, c'est on voit. On voit que l'ADEL et la résistance sont en série, et on sait que deux dipôles branchés en série sont traversés par la même intensité. D'accord? Comme ID est égal à 130 mA. Qu'est-ce que je dis? 80. Excusez-moi, je dis des bêtises, c'est 80. 130, c'est IL1. Comme ID égale 80 mA, alors IR est égal à 80 mA aussi. D'accord? Voilà, donc je relis, je répète. On voit que l'ADEL et la résistance sont en série, et on sait que deux dipôles branchés en série sont traversés par la même intensité. Comme ID égale 80 mA, alors IR est égal à 80 mA. Voilà. Et enfin, IL3, qui est ici, on veut du coup connaître son intensité. Alors vous voyez que IL3, en fait, il est formé par la réunion de IR, qui vient ici au deuxième nœud, et de IL2, ici, là, qui traverse la jambe 2, et qui revient aussi au deuxième nœud. Donc en fait, IL3 est égal à IR plus IL2. D'accord? Donc là, c'est de nouveau la deuxième loi qu'on a utilisée pour retrouver ID. D'accord? Donc, hop. On cherche IL3. Voilà. D'accord? Donc je vais pas tout réécrire comme la dernière fois, hein. Je vais juste écrire loi de l'intensité numéro 2. Donc 2 points. Donc on a IL3 qui est égal à IR plus IL2. D'accord? Alors là je mets IR, mais j'aurais pu aussi mettre ID. Hein. IR et ID, c'est la même valeur, hein. C'est 80 mA. Là j'ai choisi IR parce que c'est IR qui arrive au niveau du deuxième nœud et qui va retrouver IL2. D'accord? Donc IL3 est égal à IR plus IL2. Donc IL3 est égal, on a dit, à 80 mA plus IL2,
50 mA. Donc IL3 est égal à 150 mA. D'accord? En fait, IL3, il vaut la même chose que IL1. D'accord? Et c'est logique. Parce que la lampe 3 et la lampe 1, si vous voyez bien, déjà elles sont en série, et elles sont aussi dans la même branche. Elles sont dans la branche principale, entre les deux nœuds là, et qui contient le générateur. Donc la branche principale ici, elle contient le générateur, mais elle contient aussi la lampe 1 et la lampe 3. Qui sont donc, tous ces dipôles là sont en série. Donc L1, l'intensité IL1, pardon, qui traverse la lampe L1 est égale à l'intensité IL3 qui traverse la lampe L3. Et donc on a IL1 égale IL3 est égal à 150 mA. Voilà. Et ben c'est tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'ai des choses à rajouter pour la correction ici? Non. Donc, quand vous avez affaire à un exercice comme ça, regardez bien quels sont les dipôles qui sont branchés en série, regardez bien les dipôles qui sont branchés en dérivation, repérez bien les nœuds, parce que c'est au nœud que l'intensité va se diviser ou que l'intensité va se... les intensités vont se rejoindre, d'accord, vont se recombiner. Donc repérez bien les nœuds, et bien entendu, apprenez bien, souvenez-vous bien des lois numéro 1 et loi numéro 2 de l'intensité, d'accord. Donc je le répète, loi numéro 1, deux dipôles branchés en série sont traversés par la même intensité. Enfin je dis deux dipôles, mais en fait, si vous avez 1000 dipôles qui sont branchés en série, ils seront tous traversés par la même intensité, d'accord. Donc, première loi, des dipôles qui sont branchés en série sont traversés par la même intensité. Deuxième loi, l'intensité de la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. D'accord? Voilà, donc retenez bien ces deux lois-là, regardez bien les nœuds, et puis appliquez les lois. Voilà. C'est tout pour les exercices, on se retrouve juste après pour la suite de la leçon avec la tension électrique. Allez, donc après avoir terminé la correction qui portait sur l'intensité, la correction des exercices, pardon, qui portait sur l'intensité du courant dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation, on va commencer la partie sur la tension électrique, d'accord? La tension électrique que vous connaissez mieux en général, même peut-être sans le savoir, parce que on l'exprime en volts, d'accord? Donc vous connaissez bien en général les volts et vous connaissez moins bien les ampères. Donc là on va parler un petit peu des volts, de la tension électrique. Donc alors, après les exercices ici, donc vous les retrouverez bien entendu corrigés sur Pronote. Voilà, ils sont tous là. Alors comme les dernières fois, les exercices que j'ai corrigés directement ici sur le fichier PDF, ce n'est pas forcément la même chose que j'ai écrit à la caméra, hein, d'accord. Donc vous aurez deux versions peut-être un petit peu différentes, mais ça vous donnera peut-être deux perspectives, deux points de vue différents qui vous aideront peut-être à mieux comprendre les corrections. Bref, donc après la correction, on a le grand 2, les lois de la tension. Petit 1, qu'est-ce que la tension? Hein, parce qu'avant de parler des lois de la tension, on va d'abord voir ce que c'est vraiment que la tension. D'accord? Donc, vous pouvez écrire le grand 2, le petit 1 dans votre cahier. Vous ferez les schémas après. Pour introduire la tension, je vais vous passer une petite vidéo. Vous allez voir, vous allez très vite reconnaître ce que c'est, de quoi je vais parler. Je vais le faire tout de suite, je vais me taire et puis je vais vous laisser regarder. C'est une vidéo qui dure 3-4 minutes. On va peut-être l'arrêter avant la fin, d'accord? Donc c'est parti. Oui, alors, entre parenthèses, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se mettre sous un arbre quand vous avez un temps d'orage. Hein. C'est parce que là, la foudre peut s'abattre dessus, vous êtes en dessous, vous prenez à la fois la foudre et aussi les branches qui vous tombent dessus. Hein. D'accord? Donc, quand il y a l'orage, ne jamais se mettre sous un arbre. Ici, ce qu'on voit, c'est une vidéo en time-lapse, donc en accéléré, depuis l'espace. Donc alors, comment ça fonctionne du coup? On va prendre l'exemple du nuage d'orage que vous avez ici sur votre écran. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez un éclair qui se forme lors des orages? C'est très lié à ce dont on va parler, c'est-à-dire la tension électrique. Quand vous avez un nuage comme celui-ci, d'accord, vous avez des charges électriques qui vont se créer au niveau du nuage, au niveau de la base du nuage. D'accord? Ça, c'est dû finalement au mouvement de convection des masses d'air à l'intérieur du nuage. Vous avez l'air chaud dans le nuage qui va plutôt monter, parce qu'il est moins dense,
que l'air froid, lui, qui va descendre. Donc, quand vous avez de l'air chaud qui monte et de l'air froid qui descend, ces deux masses d'air vont frotter l'une contre l'autre et ça va venir créer des charges électriques. Un petit peu comme quand vous prenez un ballon de baudruche pendant les anniversaires, par exemple, et que vous le frottez contre votre tête, d'accord, ben vous allez créer des charges électriques sur votre ballon de baudruche, aussi sur votre tête, sur vos cheveux, hein, d'accord. Et si vous éloignez votre ballon, vous allez voir que vous avez des cheveux qui vont être attirés par le ballon. Ou alors vous pouvez mettre le ballon sur un mur ou au plafond et il va rester collé. D'accord. Ça c'est parce que vous avez des charges électriques qui se sont créées au moment du frottement du ballon contre votre tête. Donc des charges électriques qui vont se créer sur le ballon. D'accord. Et ces charges électriques vont être attirées par les charges électriques qu'il y a sur le mur ou sur le plafond, etc. C'est pour ça que ça reste collé, c'est parce qu'en fait les charges électriques du ballon vont attirer les charges électriques du plafond ou du mur, et donc vous allez avoir une force électrostatique, on l'a déjà vu, je vous l'avais déjà montré je crois en cours, donc des forces électrostatiques qui vont s'attirer l'une et l'autre, d'accord, les unes les autres, voilà. Ben, c'est exactement ce qui va se passer dans le nuage, c'est-à-dire qu'au niveau du nuage vous allez avoir des charges électriques qui vont se créer, et par influence vous avez aussi au niveau du sol, ici, des charges électriques, mais des charges opposées qui vont se créer, c'est-à-dire que si vous avez des charges électriques moins chargées négativement au niveau du nuage, alors vous aurez des charges électriques chargées plus au niveau du sol, d'accord. Donc au fur et à mesure que le temps passe et que les mouvements d'air se font de plus en plus forts, que les charges électriques se créent au niveau du nuage, vous allez avoir une accumulation de charges électriques de plus en plus au niveau du nuage et aussi au niveau du sol. Et à un moment donné, il y a tellement de charges électriques au niveau, enfin la différence de charges électriques au niveau du nuage et au niveau du sol est tellement grande que les charges électriques vont passer à travers l'air en fait, pour se rejoindre l'une et l'autre. D'accord. On se rappelle, hein, quand vous avez des charges électriques opposées, donc des charges plus et des charges moins, ces charges-là vont s'attirer. C'est un petit peu comme des aimants. Si vous avez un pôle plus d'un aimant et un pôle moins d'un autre aimant, enfin un pôle nord et un pôle sud, ces deux pôles-là sont opposés, donc ils vont s'attirer. A l'inverse, si vous avez les deux pôles qui sont identiques, pôle nord et pôle nord, ils vont se repousser. C'est pareil pour les charges électriques. Si vous avez une charge électrique positive en face d'une charge électrique négative, les deux vont s'attirer. Si vous avez une charge électrique positive en face d'une charge électrique positive, les deux vont se repousser. D'accord. C'est pareil avec les charges négatives. Hein. Si vous avez deux charges électriques négatives l'une en face de l'autre, elles vont se repousser. Et ben là, vous avez une charge négative dans le nuage, une charge positive au niveau du sol. Donc ce qui va se passer, c'est que les charges négatives et positives vont vouloir se rejoindre, d'accord, et c'est ce qui va provoquer l'éclair en fait, d'accord. Vous le savez, l'air autour de nous c'est un isolant électrique, et heureusement d'ailleurs, hein, l'électricité ne peut pas passer à travers l'air, ok. Sinon, vu que vous avez des prises électriques un peu partout dans votre maison, si l'air était un conducteur électrique, alors l'électricité pourrait sortir de la prise et aller dans l'air un peu partout, vous traversez, etc. Donc l'air est un isolant électrique, mais il est un isolant électrique que jusqu'à un certain point en fait. C'est-à-dire que si vous mettez de plus en plus de charges électriques négatives dans le nuage, par exemple, à un moment donné, l'air ne va plus être isolant, il va devenir conducteur d'électricité. D'accord. Il ne va plus pouvoir, entre guillemets, alors je fais une image un petit peu simpliste, mais entre guillemets, l'air ne va plus pouvoir retenir, ne va plus pouvoir empêcher les charges électriques de passer. Et du coup les charges électriques se rejoignent, les moins dans le nuage et le plus sur le sol vont se rejoindre. C'est ce qui fait l'éclair, d'accord. Donc quand vous avez des charges électriques négatives dans le nuage, on dit que le nuage a un certain niveau électrique, d'accord. On dit aussi qu'il a un certain potentiel électrique, d'accord. C'est ce niveau électrique ou ce potentiel électrique qui détermine, si vous voulez, la quantité de charge électrique qu'il y a dans le nuage. Okay. Et c'est pareil au niveau du sol, hein. Le niveau, sauf qu'au niveau du sol c'est un niveau électrique plus. Okay. Et ben en fait c'est exactement la même chose que ce que vous avez au niveau des piles ou des générateurs. Le plus et le moins au niveau des bornes du générateur, ça indique simplement que au niveau de la borne plus vous avez un niveau électrique positif plus, et au niveau du moins vous avez un niveau électrique négatif moins. D'accord. Bien entendu, les charges électriques moins et les charges électriques plus ici ne peuvent pas se rejoindre entre les deux bornes du générateur parce que vous avez de l'air entre les deux. Et l'air est un isolant, toujours jusqu'à un certain point, hein, d'accord. Mais la différence de niveau électrique entre les deux ici n'est pas assez grande pour que l'électricité puisse directement passer dans l'air et rejoindre le plus et le moins. D'accord. Pour faire une sorte d'arc électrique, de faire un éclair en fait. Ok. Donc, ce qu'on appelle la tension électrique, c'est simplement la différence de niveau électrique entre deux points qui possèdent des charges électriques en fait.
D'accord? C'est ça ce qu'on appelle la tension. Ok? Autre petit exemple rapide, pour ceux qui ont encore un petit peu de mal à comprendre. Si je prends deux objets, d'accord? Si je prends deux objets de température différentes. Non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi, c'est ça. Si je prends deux objets de température différentes. Par exemple, si je prends un glaçon, voilà, là j'ai mon glaçon, d'accord? Et ce glaçon, je le pose sur une surface, par exemple sur une table, on va dire. D'accord? Voilà, donc ça c'est ma table, avec ses pieds là, voilà. Peu importe, voilà. Donc mon glaçon, lui, si je mesure sa température, d'accord, il a une température, on va dire T est égal à, on va dire, moins 5 degrés Celsius. D'accord? Ça c'est sa température à lui. Et la table ici, elle a une température égale à peu près, on va dire, à 20 degrés. Ou on va dire, pour que ce soit pas très... Ouais, on va dire 20 degrés, allez, c'est pas grave. On va dire 20 degrés Celsius. Donc quand on met en contact le glaçon avec la table, on va avoir bien entendu la chaleur de la table qui va passer de la table au glaçon et qui va faire fondre le glaçon. Hein, je vous rappelle que la chaleur, elle circule de l'objet le plus chaud à l'objet jusqu'à l'objet le plus froid. Donc la chaleur va passer de la table qui est à 20 degrés au glaçon qui est à 5 degrés. D'accord? Et la différence de température entre la table et le glaçon, c'est facile à comprendre, il est de 25 degrés. D'accord? Ça, c'est la différence de température entre la table et le glaçon. C'est 25 degrés. Ok? Parce que le glaçon est à moins 5 degrés et que la table est à 20. Donc on a une différence de 25 degrés Celsius. Ok? Ben, c'est pareil pour les piles ou les générateurs, par exemple. Ou même pour le nuage avec l'éclair. Si on a une pile ici, je vais vous dessiner une pile là rapidement comme ça. Voilà. Avec le pôle plus ici. D'accord? Et le pôle moins ici. Ok? Bah, les charges électriques plus et moins vont vouloir se rejoindre parce qu'il y a une différence de niveau électrique. Par exemple ici, je peux mesurer le niveau électrique, on va dire qu'il a un niveau électrique de on va dire 5 volts. Voilà. Et le niveau électrique du moins, ici, de la partie moins de la pile, elle est à moins 5 volts, on va dire. On prend un exemple. 5 volts plus 5 volts pour le plus, voilà, et moins 5 volts ici pour la partie moins. Et bien la différence entre les deux, ici, c'est 10 volts. Il y a une différence de niveau électrique entre le plus de la pile et le moins de la pile de 10 volts. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle la tension T. La tension T, à ne pas confondre ici, pardon. Alors, je ne vais pas l'appeler T, je vais l'appeler U. En général, la tension, on l'appelle U, justement pour ne pas confondre avec le T de la température. D'accord? T, c'est pour température. Et tension, ici, on l'appelle U. D'accord? U majuscule. Donc ici, la tension U, ça va être la différence, l'écart, si vous préférez, entre le niveau électrique plus de la pile et le niveau électrique moins de la pile. Le niveau électrique plus, il est à 5 volts. Le niveau électrique moins, il est à moins 5 volts. Donc l'écart, la différence entre les deux niveaux électriques du plus et du moins, c'est égal à 10 volts. D'accord? Donc ça, c'est la tension électrique. On a un écart de 10 volts entre les deux. Bien entendu, on peut avoir un écart différent. Ou alors on peut dire que on a une pile, par exemple, une deuxième pile, qui possède toujours un plus et un moins, par exemple ici, et on peut dire que le niveau électrique du plus de la pile ici est égal à 9 volts, et que le niveau électrique de la pile ici au niveau du moins, il est égal à moins 1 volt. À ce moment-là, l'écart sera 10 volts toujours. Même si le niveau électrique du plus et le niveau électrique du moins sont différents, de la première pile par exemple, on aura toujours le même écart de 10 volts pour la tension. D'accord? Ce qui est important ici, c'est pas de savoir forcément le niveau électrique du plus et le niveau électrique du moins, parce qu'ils peuvent être différents d'une pile à l'autre par exemple. Ce qui est important de savoir, c'est quelle est la différence de niveau électrique entre le plus et le moins. Et là, la différence de niveau électrique, c'est la même entre la première pile et la deuxième. C'est toujours 10 volts ici. Ici et ici. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bien entendu. Alors, si je reprends l'analogie de la température ici. Bien entendu,
on va avoir la chaleur qui va aller de la table jusqu'au glaçon, jusqu'à ce que le glaçon fonde et que les deux arrivent à peu près à la même température. D'accord? Le transfert de chaleur va s'arrêter une fois que les deux objets seront à la même température, bien entendu. D'accord? Ben, c'est pareil pour la pile, ici. Bon, ça, enfin, ouais. Je vais peut-être m'arrêter là pour l'explication au niveau de la tension, parce que là, on va commencer à rentrer un petit peu trop dans les détails. Donc, retenez simplement que la tension électrique, c'est la différence de niveau électrique qu'il y a entre le plus et le moins d'un objet, en fait. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une pile parce qu'on en a l'électricité, mais ça marche avec tous les objets. Hein. Ok? Par exemple, entre mes deux mains, il peut y avoir une différence de niveau électrique. D'accord? Il peut y avoir une différence de niveau électrique. Donc il peut y avoir une tension entre mes deux mains. Bon, c'est pas le cas, hein, bien entendu. Le niveau électrique entre mes deux mains est identique. Mais par exemple, quand vous prenez, quand vous allez faire les courses au supermarché, peut-être que parfois vous prenez le caddie et vous touchez la partie métallique du caddie ou même la partie en plastique et hop, vous avez une petite décharge. D'accord? Si vous avez une petite décharge, c'est parce que le niveau électrique de votre main n'était pas le même que le niveau électrique du caddie et que du coup, il y a de l'électricité qui est passée du niveau du caddie à votre main ou de votre main au caddie en fait. D'accord? Ça va dépendre justement. Et plus le courant est fort, plus la différence de niveau électrique entre votre main et le caddie était grande. D'accord? Si vous avez une différence de 2 volts entre votre caddie et votre main, le courant électrique qui va passer entre les deux sera pas très fort. Et si vous avez une différence de niveau électrique de 15 volts par exemple, là le courant électrique sera un petit peu plus fort. Du coup vous ressentirez une douleur un peu plus grande en fait. D'accord? Voilà. Donc différence de niveau électrique, je le répète, c'est simplement ici la différence qu'il y a entre le niveau électrique de la borne plus et le niveau électrique de la borne moins de la pile en ce qui concerne l'électricité. Voilà. Et donc, on fait la différence des deux. Plus 5 volts et moins 5 volts, ça fait une différence de 10 volts entre les deux. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la tension. Alors faites attention, hein, ne faites pas plus 5 volts, moins 5 volts. Parce que là, du coup, ça ferait 0 volts entre les deux. Hein. D'accord? Si vous faites plus 5, moins 5, ça fait 0. C'est l'inverse qu'il faut faire en fait. Hein. C'est 5 moins 5. Ou moins 5, moins 5. Donc ça fait une différence de 10 volts. Ou de moins 10 volts. D'accord? Bon, peu importe. Retenez simplement que la tension, pardon, c'est la différence de niveau électrique entre les deux. Et là, la différence entre les deux, elle est de 10. D'accord? Voilà. Donc, j'ai été assez long sur l'explication. J'espère que vous avez compris. J'espère que je ne suis pas trop embrouillé. N'hésitez pas à reposer des questions une fois que vous avez vu la vidéo. Si vous avez toujours des interrogations, posez-les-moi sur Pronote. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible, d'accord? Voilà. Alors, du coup, si on retourne rapidement ici à mon cours, rapidement. Donc, on a dit qu'est-ce que c'est que la tension. Donc là, je réexplique très rapidement ici le fonctionnement de l'éclair, on va dire ça comme ça. Donc la base du nuage possède un niveau électrique moins, la surface de la Terre possède un niveau électrique plus, et un éclair se forme lorsque la différence de niveau électrique ou tension entre le nuage et la Terre devient trop grande. D'accord? Lorsque l'écart entre le moins et le plus devient trop grand, alors la tension est beaucoup trop grande et l'air laisse passer l'électricité. L'air ne reste plus un isolant, il devient conducteur, parce que la différence de niveau électrique entre le nuage et la Terre devient trop grande. D'accord? C'est la même chose au niveau du générateur. Les deux bornes d'un générateur ont un niveau électrique différent, un niveau électrique plus pour la borne plus et un niveau électrique moins pour la borne moins. D'accord? Donc la différence entre ces deux niveaux électriques est appelée la tension électrique. Voilà. Donc la tension d'un générateur peut être assimilée à la force qui fait circuler les électrons dans un circuit fermé. Alors on n'a pas encore parlé d'électrons. Les électrons, en fait, vous le verrez surtout l'année prochaine lorsque vous ferez les atomes. Les électrons, ce sont les petites charges électriques, d'accord, qui sont... ce sont les petites charges électriques qui font circuler le courant en fait. Un courant électrique, c'est simplement un déplacement d'électrons, un déplacement de charge électrique. D'accord? Donc la tension s'exprime en volts, qu'on note grand V, et l'appareil qui mesure la tension entre les deux bandes d'un dipôle est le voltmètre. Et le symbole du voltmètre, c'est voilà, le V comme ça entouré. Ok? Comme le symbole de l'ampèremètre c'était un A dans un rond, le symbole du voltmètre c'est un V dans un rond. D'accord? Donc je vous laisse écrire tout ça dans votre cahier, enfin dans votre classeur. Et donc vous aurez le temps bien entendu. Vous pouvez mettre la vidéo en pause ou alors vous reprenez le fichier informatique. Donc rapidement je vais revenir sur
la manière dont on mesure une tension avec le voltmètre. Donc pour ça, vous allez aller sur la petite application ici, la petite application internet. Je vais la remettre, je vais vous l'afficher ici. Voilà, la petite application internet FET Colorado, je vous rappelle son nom. Donc vous allez sur Google, vous tapez FET Colorado, P-H-E-T, plus loin Colorado. De toute façon, je vous ai déjà expliqué tout ça. Donc vous prenez le premier lien, et puis vous allez ensuite dans Animation, si je me rappelle bien, Physique, et vous cliquez sur électricité, etc. D'accord. Et donc vous allez tomber, vous choisissez le labo, circuit construction kit DC virtuel labo, virtuel lab. D'accord. Voilà. Donc rapidement ici j'ai un circuit électrique très simple avec une pile et une lampe. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de mesurer la tension aux bornes de la pile par exemple. Alors je vais effacer le courant. Donc il y a toujours du courant qui traverse le circuit, sauf que là je ne l'affiche pas. Okay. Donc pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, on va le faire aux bornes de la pile, on utilise le voltmètre. Donc vous voyez, le voltmètre, il a deux petits fils au bout duquel vous avez des sondes en fait. Alors les voltmètres qu'on utilisera au collège ne sont pas comme ça, ils n'ont pas de sonde, ils sont simplement remplacés par des fils électriques. Mais c'est la même chose en fait. Donc vous avez deux sondes ou deux fils électriques auxquels est branché le voltmètre. On reverra les branchements du voltmètre quand on sera au collège. C'est pas les mêmes branchements que pour l'ampèremètre. L'ampèremètre, je vous rappelle, c'était 10A et COM. Pour le voltmètre, c'est V et COM. Bref. Donc, une sonde va mesurer le niveau électrique d'une borne et l'autre sonde va mesurer le niveau électrique de l'autre borne. Donc, par exemple, pour la pile qui a une borne moins et une borne plus, d'accord. La borne moins, c'est la noire et la borne plus, c'est la rouge. C'est la jaune, pardon. Donc je vais mettre le fil noir sur la borne moins ici. Donc là, on va mesurer le niveau électrique de cette borne-là. Et le fil rouge sur la borne plus ici. Voilà. Et là, je mesure le niveau électrique de cette borne-là. Le voltmètre, ce qu'il fait là, ce qu'il affiche, ça va être la différence de niveau électrique entre les deux bornes. Donc là, j'ai une différence de 9 volts. C'est-à-dire que la borne plus peut être par exemple à 6 volts et la borne moins peut être à moins 3 volts, la différence entre les deux ça fera 9 volts. Ou alors la borne plus peut être à 9 volts, la borne moins peut être à 0 volts et donc la différence entre les deux ce sera 9 volts. Donc on ne connaît pas exactement, le voltmètre ne va pas afficher le niveau électrique de chacune des bornes, il affiche simplement la différence de niveau électrique entre les deux bornes. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord. Et donc il affiche une différence ici de 9 volts. Ça c'est la tension électrique, la différence de niveau électrique entre les deux bornes de la pile. C'est 9 volts, d'accord. Vous voyez bien ici que mon voltmètre, je le branche entre les deux bornes. Enfin, sur les deux bornes de la pile. Donc en fait ici, on ne voit pas très bien, mais le voltmètre il est branché en dérivation sur la pile ici, sur le dipôle. Alors que l'ampèremètre, je vous le rappelle, on branche en série. Okay. Si vous branchez le voltmètre en série dans le circuit, il ne va rien pouvoir lire du tout. En fait, le voltmètre, il sert simplement à mesurer le niveau électrique d'une borne et le niveau électrique de l'autre borne, et de faire la différence entre les deux. Donc forcément, si vous voulez la tension, il faut le brancher en dérivation. Vous êtes obligé de le brancher en dérivation, en fait, le voltmètre. D'accord. Voilà. Donc là, je lis une tension aux bornes de la pile de 9 volts. Je vérifie rapidement si c'était bien 9 volts en cliquant sur la pile. Le voltage ici était bien de 9 volts. D'accord. Donc pareil, si j'augmente le voltage ici de la pile, donc là je suis à 48,5 volts, donc je remesure pour voir si c'est bien ça. Voilà, 48,5 volts. Voilà, donc l'ampèremètre affiche bien la tension aux bornes de la pile. D'accord. Voilà, vous avez vu que quand j'ai augmenté le voltage, la tension aux bornes de la pile, la lampe ici s'est mise à briller plus fort. C'est normal en fait. Je réexplique très rapidement. La borne plus et la borne moins ici. Les charges électriques plus et les charges électriques moins, elles veulent se retrouver en fait. D'accord. Donc plus je mets de charge électrique moins ici à la borne moins et plus je mets de charge électrique plus ici à la borne plus, plus les charges électriques vont aller vite dans le circuit. Plus le courant électrique du coup va être intense. Ok. Parce qu'elles vont vouloir se rejoindre le plus vite possible, vu qu'elles sont plus nombreuses. Ok. Donc c'est ça en réalité pourquoi la lampe brille plus fort, parce que l'intensité électrique du courant augmente, parce que la tension de la pile augmente. D'accord. Voilà.
Voilà pour la petite explication. Ce que je vous demande de faire maintenant, ça va être de faire la petite activité qu'il y a dans le livre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le livre, parce que au collège, ils n'ont plus beaucoup de feuilles, ils n'ont plus beaucoup d'encre non plus. Enfin, c'est surtout l'encre qui pose problème. On nous a demandé de faire le maximum de cours à partir des livres. D'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, on essaiera d'utiliser principalement le livre pour faire les cours. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de faire l'activité page 115. Oui, voilà. Je vais l'afficher rapidement. Alors, si je peux l'afficher, si je le mets comme ça, on va voir comme ça. Hop. Voilà. Je vous demande de faire cette activité-là. D'accord? C'est l'activité page 115. Ok? Donc, on va essayer de la lire ensemble. Donc, vous avez plusieurs documents. D'accord? Et ensuite, vous avez des questions. Donc, document 1, document 2 ici, document 3. Et puis, les questions sont en bas. Donc, ici les questions. D'accord? Donc, rapidement, le titre de l'activité, c'est « Pourquoi faut-il couper l'alimentation électrique avant de changer une lampe ?» Donc, très souvent dans l'esprit de chacun, un geste simple et un geste sans risque. Or, changer une lampe peut s'avérer dangereux si aucune précaution n'est prise. Document 1, mesures de sécurité. Donc pour changer une lampe en toute sécurité, il faut couper l'alimentation au niveau du tableau électrique, au niveau des disjoncteurs. Et si la lampe vient d'être allumée, bien entendu, il faut attendre quelques minutes avant de la retirer parce qu'elle peut être très chaude, hein, donc vous pouvez vous brûler. Okay. Document 2 ici, la tension électrique. Donc là, on vous explique un petit peu la tension électrique avec le voltmètre. Donc on mesure la tension électrique à l'aide d'un voltmètre. Celui-ci doit être branché en dérivation aux bornes d'un dipôle électrique. D'accord? Ça, on vient de le dire. En dérivation, pourquoi? Parce que le voltmètre mesure la différence de niveau électrique entre les deux bornes. Donc il faut bien entendu brancher un fil à une borne et l'autre fil à l'autre borne. Donc c'est ça qu'on appelle brancher en dérivation. Au collège, on travaille avec des circuits électriques alimentés par des générateurs de basse tension. Donc c'est pour ça que c'est pas très dangereux en fait. Enfin, c'est pas dangereux du tout même. Au collège, hein, les générateurs sont en basse tension. On travaillait surtout sur du 6 volts, 6-7 volts, donc c'est pas dangereux du tout. Hein. D'accord? Dans les installations domestiques où la tension électrique est de 230 volts, les électriciens n'utilisent pas un voltmètre mais un dispositif de vérification d'absence de tension pour travailler en sécurité. Et enfin, document 3 ici, tension limite de sécurité. Donc on vous dit une personne peut être en danger si elle est en contact avec une tension trop importante. La réglementation impose donc des tensions maximales d'exposition. Ainsi, en milieu sec, une personne ne doit pas pouvoir être exposée à une tension de plus de 50 volts. Et en milieu humide, la limite est de 25 volts. Voilà, d'accord? Sinon ça peut devenir dangereux. Et donc les questions suivantes, elles sont ici. Donc première question, réaliser un circuit électrique constitué d'une lampe et d'un générateur. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de refaire simplement le circuit que j'ai fait ici sur l'application internet. Vous refaites le même, d'accord? Puis question 2, mesurer la tension électrique aux bornes du support de la lampe, donc aux bornes de la lampe, puis aux bornes d'un fil de connexion, lorsque petit a le générateur est éteint et petit b le générateur est allumé. D'accord? Donc rapidement, pour éteindre ou allumer le générateur sur l'application, alors vous n'avez pas un bouton, par contre. Donc ce que je vous demanderai de faire pour éteindre ou allumer le générateur, c'est simplement ici de le débrancher. D'accord? Tiens d'ailleurs, est-ce que je peux... Oui, non. Vous le débranchez simplement. D'accord? Donc vous coupez le fil ici, donc ça va éteindre le générateur. Ok? Aïe. Bah zut alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, et ensuite du coup, toujours dans la même question, on vous demande de regrouper les mesures dans un tableau. D'accord? Donc vous mesurez la tension électrique aux bornes de la lampe, quand le générateur est éteint et quand le générateur est allumé, et vous regroupez les mesures dans un tableau. Puis petit 3, question 3, refaire les mesures lorsque la lampe est dévissée de son support, et compléter le tableau. D'accord? Donc là vous refaites la même chose, sauf que cette fois-ci, vous dévissez la lampe, donc pour dévisser la lampe, toujours la même chose, vous pouvez pas vraiment la dévisser, donc vous coupez là, vous ouvrez le circuit au niveau de la lampe. D'accord? Voilà. Et donc vous remesurez
la tension de la lampe lorsque la lampe est bien entendu dévissée, et lorsque le générateur est éteint et lorsque le générateur est allumé. D'accord? Voilà. Puis ensuite, question 4, un courant électrique circule-t-il quand la lampe est dévissée? Question 5, à l'aide des documents 1, 2 et 3 et des résultats de mesure, expliquez pourquoi il faut couper l'alimentation électrique avant de changer une lampe. Voilà. D'accord? Donc, je vous laisse toute la semaine pour faire cette activité-là. N'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas. Donc je répète, c'est l'activité numéro 4 qui est à la page 115. Voilà, de toute manière je fais tout tomber. Donc de toute manière je vous l'écrirai sur Pronote. Voilà. Ah si, dernière chose, je voulais vous montrer ça aussi. Alors moi, comme dans la petite vidéo là que vous avez regardé, j'ai pas de pistolet qui fait des éclairs, j'ai ça là. Hop, voilà, pour vous montrer un petit peu. Alors, je sais pas si on voit bien la caméra. Donc c'est un peu le même principe, d'accord? Donc au centre de la boule ici, vous avez une petite boule qui brille en couleur rose là à peu près. Au niveau de cette boule là, vous avez un certain niveau électrique. Et au niveau de la sphère ici en vert, tour là, cette sphère-là est aussi à un certain niveau électrique. Quand je mets mon doigt ici, je vais changer le niveau électrique de la sphère en vert. Et comme il est différent de la sphère au milieu, vous avez un arc électrique qui se forme, comme un petit éclair. Alors c'est différent des éclairs que vous avez dans les orages, parce que ici, entre la boule au centre et mon doigt, vous n'avez pas de l'air en fait à l'intérieur. C'est un gaz rare, alors je sais plus, krypton ou xénon, je ne sais plus exactement. Donc c'est beaucoup plus facile de faire un éclair de cette longueur là dans ces gaz rares plutôt que dans l'air, d'accord? Donc voilà. Donc le niveau électrique entre la boule au centre de la sphère et mon doigt n'est pas le même. Donc vous avez les charges électriques qui sont au niveau de la sphère qui vont vouloir rejoindre les charges électriques qui sont au niveau de mon doigt. Voilà, d'accord? Et donc entre les deux, entre mon doigt et la sphère au centre, vous avez une tension électrique. Voilà, en volts. Voilà, allez, du coup je vous laisse travailler l'activité de cette semaine et puis on se reverra la semaine prochaine. Voilà, bon courage, bon travail.